c'est une affaire qui a bouleversé et qui bouleverse toute la France. Le meurtre de la petite Liana, où le principal suspect avait été signalé dans plusieurs affaires de viol et de violences sexuelles. Au moment où les associations féministes et de protection de l'enfance se mobilisent, nous avons souhaité mettre l'accent sur la situation des victimes d'agressions sexuelles ici à Mayotte, département le plus démuni de France. On vient de voir ce sujet assez édifiant de cette jeune fille qui a subi des violences sexuelles de toute sa vie. Elle est assez jeune et pourtant, même lorsqu'elle a été au sein de l'ASE, c'est-à-dire le service de protection de l'enfance, elle a subi d'autres viols alors qu'elle était censée être en sécurité au sein de ces familles d'accueil. Est-ce que, déjà, j'aimerais avoir votre réaction, Madame Bernaoud. Alors, bien sûr, effectivement, on sait que grâce aux travaux de la Ciivise, donc la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, on sait que 92% des enfants révèlent les violences sexuelles et ne sont pas protégés. On sait que 60% des professionnels entendent mais ne protègent pas. On connaît aussi, et ça a fait l'objet d'une actualité très médiatisée, les défaillances systémiques, notamment au niveau de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Donc effectivement, on sait tout ça. En fait, on sait tout ça et je reviens sur ce que disait le juge Durand. La chaîne ne vaut que ce que vaut le maillon le plus faible de la chaîne. Donc là, en l'occurrence, pour l'histoire, effectivement, dans votre documentaire, on voit bien qu'à tous les niveaux, bien sûr, en partant de la famille et toutes les institutions qui ont suivi ont été défaillantes. Donc ça prouve ce qui n'a plus à être prouvé, que c'est systémique. C'est un enfant tous les 5 jours qui est tué par un proche ou sa famille, c'est une femme tous les 3 jours, c'est 160 000 enfants par an, c'est un enfant qui est victime de violences sexuelles toutes les 3 minutes à l'heure où on parle. Donc c'est systémique. Effectivement, la solution doit être également systémique. C'est pour ça que on est en faveur d'une loi intégrale contre les violences sexuelles, des préconisations de la Ciivise selon les 3 axes: prévenir, réparer et protéger, bien sûr. Et ça revient on en revient toujours effectivement, pour ce qui est de protéger, à cette réforme nécessaire du système judiciaire. Cette réforme, on va en parler un peu plus tard, mais d'abord, vous avez souhaité tirer la sonnette d'alarme il y a quelques mois de ça, devant une commission d'enquête, où vous expliquez qu'à Mayotte, la situation est encore plus compliquée, plus complexe pour ces victimes. Pourquoi ? Parce que en fait, si on prend là en ce moment, on est en train de dire qu'il manque 2 à 4 fois, il y a 2 fois à 4 fois moins de magistrats en France qu'au niveau européen. Bon, on sait qu'il y a à Mayotte 4 à 11 fois moins. Donc en fait, c'est 4 fois moins de juges, 7 fois moins de procureurs, 11 fois moins d'avocats qu'au niveau de la métropole. Donc évidemment que cette sous-dotation structurelle, elle entretient en fait l'inefficience de la chaîne. Après, il y a plein d'autres facteurs et pour le coup, cette commission d'enquête parlementaire, effectivement, dans laquelle j'ai pu être auditionnée au titre que d'autres personnes, magistrats, avocats, associations, etc., le garde des Sceaux également s'est exprimé, montre qu'en fait c'est à tous les points de la chaîne du traitement judiciaire et bien en amont également, puisque l'idée, elle n'est pas que de protéger, elle serait de prévenir en amont. Et pour prévenir, il faut aussi des moyens, en fait. Il faut pouvoir notamment mener les VARS, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles, telle que prévoit la loi. C'est encore largement insuffisant. Et tout un tas de mesures qui sont donc dans les 140 mesures de la loi intégrale ou les 80 préconisations de la Ciivise, que nous, associations, bien sûr, on a de cesse de rappeler. Maître Idriss, sur ces moyens, effectivement, de la justice, elle a donné les chiffres sur le... Les chiffres sont exacts, effectivement. Oui, toutes les statistiques disent qu'à Mayotte, il y a 5 à 6 fois moins de magistrats pour un nombre d'habitants équivalent. Dans d'autres départements, on a 5 à 6 fois moins de magistrats et de greffiers. Comment ça se passe exactement dans ce parcours pour les victimes ? À quel niveau il y a des failles ? Alors, comme de partout, il y en a à tous les niveaux, ce qu'on disait tout à l'heure. Après, là, vous mentionnez en fait des faits qui ont été mentionnés par le procureur lui-même dans des actes du colloque que vous pouvez retrouver sur le site Wamitou. Qui effectivement disait qu'on pouvait avoir jusqu'à 33 heures d'attente aux urgences pour des faits d'agression sexuelle ou de viol, et qu'il y avait un taux de déperdition effectivement qui était très très grand en fait, et de personnes qui étaient
admis aux urgences pour agression sexuelle ou viol et qui ensuite n'étaient pas orientés à l'UMJ. Il faut savoir que, alors déjà ça évolue puisque on n'a toujours pas du APED, ça par contre il faut le rappeler, c'est une obligation malgré tout depuis 2022 dans tous les départements français, mais voilà, il y a des sous-dotations et il y a des problèmes d'effectifs un petit peu de partout qui font que c'est très compliqué effectivement aujourd'hui d'avoir les bons professionnels. Vous parliez de l'unité médico-judiciaire, mais il y a par exemple qu'un seul médecin légiste à 80%. On imagine quand il est en vacances, quand il est en congé ou quand il est en arrêt maladie. Je veux dire, si c'est la seule personne à pouvoir expertiser, c'est... Voilà. Après, il y a aussi au niveau du nœud probatoire, comme on l'appelle, puisque pour revenir quand même sur ces 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an en France, il faut savoir qu'il n'y a que 2000 condamnations. Donc il y a moins d'1% des violeurs aujourd'hui qui est condamné. Et on avait pu voir justement avec les chiffres qui nous avaient été communiqués par le parquet que c'est encore moins effectivement à Mayotte. Donc il y a plus d'enfants, il y a plus de victimes et il y a encore moins de condamnations, moins de personnes qui peuvent avoir un suivi et encore moins de personnel formé au psychotrauma. Donc en fait tout ça vient se cumuler et créer effectivement les conditions d'une vulnérabilité ultramarine que malheureusement on connaît trop bien et qui doit nous alerter, effectivement. Ouais. Fatima Ousseni, vous souhaitiez réagir? Je veux compléter ce que nous indique Lydie Barnéhoud. Ce sont des personnes particulières. On parle d'enfants, on parle même de jeunes, même d'adolescents, même de jeunes majeurs qui sont touchés dans leur chair, dans leur intimité la plus profonde, qui n'ont pas forcément compris. Je décris ça pour vous dire que recueillir la parole est essentiel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à titre liminaire. Mais là, c'est même pas une question de parole. Là, si, ils disent quasiment 2 jours pour apprendre les traces sur le corps du. Ce que je veux dire, c'est que on a besoin de temps pour pouvoir recueillir la parole complète de l'enfant. Nous, les avocats, par exemple, nous aimerions pouvoir être plus nombreux à pouvoir nous intéresser, nous occuper de la défense des mineurs. On est en sous-effectif. On n'est pas assez. Et c'est la même chose à l'hôpital et c'est la même chose dans tous les secteurs de Mayotte. Et là, c'est encore plus grave et plus dramatique parce qu'on a affaire à une population particulière, fragile, vulnérable, qui ne sait pas s'exprimer correctement parce qu'elle est blessée dans sa chair. Et ça, c'est une particularité qu'on n'a pas dans les autres infractions. En délinquance économique et financière, c'est pas le sujet. Je veux dire, le fait qu'il y ait moins de magistrats, moins d'avocats, c'est pas aussi flagrant, c'est pas aussi problématique. Alors que pour là, c'est une pure catastrophe. Fatima Ousseni, à la FCPE, on vous signale aussi des cas d'agression sexuelle sur des élèves, sur des mineurs. Vous suivez aussi ces dossiers-là. Vous accompagnez des parents et leurs enfants dans ce cadre-là? Nous faisons qu'orienter. On oriente et on essaye de sensibiliser l'établissement parce qu'ils ont quand même des personnels pour ça, même si, comme a dit Maître tout à l'heure, les dispositifs ne sont pas vraiment au niveau par rapport à notre territoire. On sent que c'est très en deçà. La personne qui a attendu tant d'années et qui vient aujourd'hui libérer sa parole et dire le fait, va attendre encore 1 an ou 2 ans dans la souffrance et que derrière, il y a des possibilités qu'il n'y a aucun accompagnement qui est mis. Il n'y a aucun accompagnement qui est mis. Donc, aujourd'hui, quand il s'agit d'élèves, on va voir cet élève-là qui va se renfermer sur lui-même, où il va être en décrochage scolaire, où il va être violent face aux autres, sans que pour autant qu'il y ait d'accompagnement ni de dispositif réellement mis en place. Comment vous préconisez justement cette éducation au sein des établissements, par exemple? Alors, nous, on mène environ une 50aine d'interventions par an. On aimerait en mener beaucoup plus. Je suis par ailleurs référente académique, donc pour le coup très très en phase avec le projet tel qu'il a été et le programme EVARS tel qu'il est mené par l'Éducation nationale. C'est vrai que l'État a été condamné puisqu'en fait il n'était pas mis en place. Je crois qu'aujourd'hui on peut même plus discuter de sa nécessité puisqu'on sait que il y a un taux d'inceste qui est juste absolument aberrant, effrayant, et que évidemment c'est pas ces personnes-là, à commencer par elles, qui vont faire de l'éducation auprès de leurs enfants, ou malheureusement en fait ils vont les agresser sexuellement sous
couverts souvent d'ailleurs de faire leur éducation sexuelle. Hein. C'est souvent un argument qui revient chez les agresseurs. Donc il est évidemment il est largement temps de s'occuper de ce phénomène. Et moi je suis agréablement pas surprise en fait du tout, puisque après 15 ans à Mayotte, on n'est pas surpris de ce qu'on voit. On nous a dit, les parents vont pas être d'accord, vous allez voir, ça va faire un tollé, etc. Et en fait, on a été un des premiers départements à mener des vraies actions EVARS avec les jeunes, pour les jeunes, avec les familles. Et vous avez dû voir les clips qui ont été réalisés, diffusés, notamment sur votre antenne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et il n'y a que du soutien social positif, que des jeunes qui demandent de l'information, que des parents qui demandent à être outillés pour pouvoir en parler. Et une fois de plus, on ne parle pas nécessairement de sexualité, on parle de protéger un enfant qui, à tout âge de la vie, a besoin d'avoir les bonnes informations. Ça passe dès ses premières années quand on lui donne la douche, etc., de pouvoir lui expliquer les choses, de pouvoir nommer les parties intimes, de pouvoir vraiment le protéger. Et c'est absolument fondamental. Aujourd'hui, on ne peut pas perdre de temps, j'ai envie de dire, presque dans le débat pour ou contre les VARS, d'autant que vraiment, véritablement, la société mahoraise y est favorable. J'aimerais qu'on écoute ce chercheur en psychocriminalité qui justement nous donne un peu le portrait type de l'agresseur sexuel, du prédateur sexuel, notamment ici à Mayotte. On l'écoute. Ça va être un père, un frère, un cousin, un beau-père, un grand-père. Voilà, ça c'est le premier auteur, c'est généralement un homme de la famille. Il y a probablement aussi des violences sexuelles commises par les femmes, mais en grande majorité, c'est un homme du giron familial au premier ou au deuxième degré. Ça peut être famille de sang ou famille par alliance maritale. Mais ça, c'est 30-35% dans le monde entier, Mayotte comprise, des violences sexuelles qui sont commises. Après, en deuxième lieu, c'est quelqu'un que vous fréquentez, que vous connaissez, avec qui vous avez une relation établie. Ça va être un professeur, ça va être un ami, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça. Ça va être un camarade de classe, de lycée, un camarade d'université. Ça va être un voisin, ça va, etc., etc. La personne dont il faut avoir peur, c'est celle que tout le monde aime bien, celle qui est ressource au sein de la famille, c'est-à-dire celle qui apporte l'argent, que si on commence à dire des choses sur elle, c'est compliqué, on n'a pas envie d'en entendre parler. Et là, tout le monde va se taire, parce que si cette personne-là, elle va en prison, il n'y a plus d'argent. Ça, typiquement, cette personne-là, qui est gentille avec tout le monde, qui rigole beaucoup, que tout le monde aime bien, qui parle bien à tout le monde, etc. C'est cette personne-là dont il faut se méfier prioritairement, parce qu'elle a tous les moyens de domination à son service pour pouvoir mener une prédation efficace et surtout garantir le silence dans la durée. Laini Monyemali, les victimes, elles vous en parlent justement du fait que leur agresseur est quelqu'un dont elles dépendent financièrement. Vous en avez beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et il s'avère qu'il y a même les mamans qui incitent à ce silence au lieu d'être du même côté que leur enfant. Dénoncer cette personne qui, parce qu'il apporte de l'argent, peut se permettre de disposer du corps de l'enfant, eh bien, la maman, elle peut être là à dire à son enfant de ne rien dire. Et ça, l'enfant, comment il peut le percevoir si ce n'est que souffrir, celle qui doit me protéger ne m'accompagne pas, n'est pas présente dans ma souffrance. Mais vous dites quoi justement à ces mères comment vous leur dites comment elles vont gagner leur vie derrière? Est-ce que vous leur garantissez justement, si jamais elles dénoncent la personne qui les fait vivre, qu'elles peuvent trouver d'autres moyens de gagner leur vie? Mais justement, l'ACFAV accompagne des mamans pour qu'elles fassent des formations, apprendre il y a même un atelier de couture à Mtsapéré. C'est des mamans qui n'ont pas de travail et qui doivent être à mesure de sortir de cet état d'esprit, de dire, bon, voilà, ce monsieur apporte de l'argent chez nous, mon enfant a subi, eh bien, on ne dénonce pas. Donc, on travaille dans ce sens de dire les mamans, non, il y a tout un tas de moyens de sortir de cette précarité financière qui fait que, bon, voilà, vous livrez votre enfant à une souffrance à vie. Quelles autres préconisations vous donnez aujourd'hui aux parents qui nous regardent, aux jeunes filles et aux femmes, aux mères qui nous regardent, aux pères aussi qui s'intéressent au sujet? Alors, nous, on est là déjà pour répondre à leurs questions, bien sûr. Il y en a énormément qui nous contactent. Alors, de parler le plus tôt possible à son enfant, de le mettre en confiance et de lui expliquer que vraiment, voilà, à tout moment de sa vie, il peut vraiment compter sur nous. On va croire sa parole et on va le protéger.
Comme on disait tout à l'heure, il y a quand même plus de 9 enfants sur 10 aujourd'hui qui n'entendent pas je te crois, je te protège. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut impérativement travailler. Chacun a son rôle, et vraiment les familles, bien sûr, sont les premiers piliers et doivent vraiment pouvoir être en mesure de garder ce lien de confiance avec l'enfant qui va lui permettre de se sentir écouté. L'enfant, s'il est écouté, s'il sait qu'il va être cru, il va parler. Par contre, derrière, il va falloir être en mesure de protéger, parce qu'en fait, un enfant qui parle, et on voit que près de 70% le font, s'il n'est pas cru, s'il n'est pas protégé derrière, finalement, il y a de la revictimisation. Nous, on le voit dans les témoignages qu'on a reçus, c'est plus de 60% qui ne portent pas plainte, justement parce qu'ils savent qu'ils ne sauront pas. Ils vont passer à travers ce process de revictimisation. Donc, comment protéger? Et en fait, on se rend compte que c'est systémique. Donc, c'est bien de donner des conseils individuels, c'est important, bien sûr. Il y a des sites, il y a des livres, il y a effectivement l'EVARS qui va venir compléter ce dispositif, mais ça doit être quelque chose de systémique. Il faut qu'on comprenne que c'est massif, il faut qu'on comprenne que c'est un crime de masse, en fait, et que c'est à nous tous et toutes de porter et de se mobiliser pour que aussi l'État puisse entendre en fait et mettre en place les moyens nécessaires pour que toute la chaîne, qu'elle soit de protection, qu'elle soit de prévention ou de réparation, dont on a moins parlé mais qui est aussi bien évidemment extrêmement importante, la formation, la spécialisation psychotrauma, tout ça doit vraiment être durablement installé. Et donc la loi intégrale, c'est la première chose à faire au niveau vraiment du système, et au niveau individuel évidemment garder le lien avec son enfant, garder le lien quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, pour qu'il soit cru de toute urgence le plus tôt possible. Merci. Et protégé immédiatement avec une ordonnance de sûreté notamment.